principal, je vais y arriver, personnage de ce texte, qui est ta maman. Oui, tout à fait. Et en fait, on a l'impression de la connaître, parce que pour le coup, on assimile tout. C'était notre mère en fait. Ouais, Pendant c'est ça. une heure, on est passé. Bah, en fait, c'est la plus belle critique que vous pouvez me faire. Parce que quand j'ai commencé à l'écrire, je me suis dit, ah là là, faut pas que les gens pensent, ah ben c'est un fils de maghrébin qui va faire un spectacle pour les maghrébins, ceci, cela. Et je me disais, mais non, moi je ne cherche pas à faire un spectacle ethnique. Je ne cherche pas à clôturer, de dire, voilà, chacun dans sa culture et chacun son truc. Non, moi je cherchais vraiment la relation qui est universelle. Une mère avec son enfant, c'est universel. À part les pauvres orphelins qui n'ont pas connu leurs parents, la plupart d'entre nous, il y a un moment donné, on va quitter papa et maman. Et donc c'est juste ce passage-là. Et c'est pour ça que dans le spectacle, en fait, bon, je ne veux pas tout dévoiler, mais je n'arrête pas de la quitter en disant bon, je vais y aller, hein, bon, ouais, je vais partir, hein, bon, c'est maintenant. Hein. Et parce que ça nous ramène tous à cet instant-là. Alors ceux qui sont plus âgés l'ont déjà vécu, ceux qui ont, bon, je sais pas, 17, 18 vont bientôt le vivre ou le sont en train de le vivre. Mais voilà, c'est, je trouve, un moment clé dans notre vie, quoi. Et donc c'est vrai qu'effectivement de ce thème très personnel, tu en fais un thème totalement universel, celui de la mère, l'attachement à la mère. Et dans Un jour j'irai à Vancouver, c'est un autre épisode qu'on croit, celui de l'adolescence et de la découverte de la culture et encore plus la place de la culture dans une cité. Ouais, tout à fait. C'est, Et c'est ce que tu as vécu. ouais. C'est complètement autobiographique. Moi, il faut savoir, je le raconte souvent, et c'est pour ça que j'en ai fait un spectacle, c'est que j'ai eu une adolescence extraordinaire. Mais moi, en fait, j'ai eu une belle vie, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, je peux dire très sincèrement et très modestement, j'ai envie de dire, que, ben voilà, j'ai eu un vécu heureux, avec des belles personnes bienveillantes qui ont été proches de nous, qui nous ont regardés, qui ont cru en nous, c'est vachement important. Je dis, je l'ai appelé dans mon spectacle Un jour j'irai à Vancouver, je l'ai appelé Jean Gabriel, qui est en fait notre animateur socioculturel, qui s'appelle en vérité Jean Maurice. Et Jean Maurice ou Jean Gabriel, et je dis dans le spectacle, il nous regardait, comme il nous regardait, on sentait comme un plancher se dresser sous nos pieds, et ça tenait. C'est-à-dire que de répétition en répétition, bon, il nous a chopé au théâtre, on a croisé le théâtre par hasard, on courait après les filles, on s'est retrouvés sur scène. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup hein, comme nous qui ont eu cette trajectoire. Parce que quand on est jeune, il n'y a que ça qui importe, on s'en fiche du reste. C'est les filles, on court derrière les filles. Et là, voilà, on ne savait pas que derrière la fille, on allait trouver Sophocle. Et du coup, on a trouvé ça extraordinaire et on a été pris au jeu. Pris au jeu aussi parce que c'était tout un groupe qui avait été mis en place où c'était dynamique. On était garçons, filles mélangés, abolition des frontières culturelles et sociales. Et ça c'est quelque chose qu'on perd. Alors, on dit quelquefois, qu'est-ce que par rapport à avant, comment c'est maintenant? Voilà, ça concrètement c'est quelque chose qu'on n'a pas totalement perdu, mais bien perdu de vue. C'est-à-dire que socialement c'est clôturé, culturellement c'est plutôt cloisonné, voire repli sur soi. Et du coup c'est un petit peu plus compliqué pour mélanger des groupes, pour que les gens aient confiance. Le mot confiance il revient souvent dans Un jour j'irai à Vancouver. Ce qui sous-tend, c'est la place des politiques sociales en France. Et aujourd'hui, mais alors ça prend des répercussions et une résonance particulière parce qu'on se dit qu'en gros, il y a un déficit Oh mon Dieu. de ces politiques. Mais bien sûr, mais il y a un déficit et dans tous les partis politiques confondus, je ne veux pas en pointer un, mais il y a vraiment un manque au niveau du niveau culturel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on les entend, certains élus dire ah mais dans les quartiers il faut du rap, hein, sinon ils ne s'intéressent à rien. Hein. Et eux-mêmes sont complètement déphasés. J'entends encore des élus dire ah oh mais ils veulent que j'envoie ça par internet, hein, tu te rends compte hein. S'ils en sont là, on est mort. Hein. Ah non mais c'est fini quoi. Ils sont en train de, chaque gamin il a dans sa poche une machine qui est plus puissante que les ordinateurs qu'ils avaient pour envoyer un homme sur la Lune. Et les élus, ils sont encore là, ils se disent ah mais comment on va faire avec internet et puis pour la culture, non le rap c'est bien hein, pour les quartiers. Hein. Non, je suis désolé.
Moi j'ai rencontré le théâtre, quand j'étais ado, on a monté du Chrétien de Troyes, on a monté du Tchekhov, on a monté le cercle caucasien de Brecht, grande discussion entre nous. Mais moi je vais vous dire, moi je pense que c'est aussi d'une vague où ils ont absolument voulu séparer la politique de la culture. Et là, ça donne du divertissement à la place de la culture. Et puis ça donne, les jeunes, on ne va pas trop leur prendre la tête avec, on ne va pas leur poser des questions pour qu'ils répondent, ils vont faire du sport, c'est bien. Du sport ou du rap, c'est très bien. Bah non. Moi les gamins, je fais de la sensibilisation dans les lycées. Des fois je dis, attendez, voilà, qui c'est qui a un téléphone? T'as un téléphone? Bon, normalement ils n'ont pas le droit de sortir, mais bon, à séance exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Le gamin le sort. Un grand blague d'1,90 m là, il me dit, oh vas-y monsieur, moi j'ai un téléphone et tout. Je dis, ok, j'ai internet, ok, tape René Char. Bon vas-y, comment ça s'écrit? Tu vas voir René, tu vas voir ton téléphone, il va te dire Char tout seul. Et puis il sort René Char. Là, il y a un poème. Je dis, vas-y, agrandis-le un peu. Vas-y, assieds-toi, mets-toi à l'aise. On va se mettre autour, vas-y, lis ton poème. Puis là, puis commence à lire, un peu méfiant. Et puis au bout de 3 minutes, 4 minutes, il y a sa voix qui résonne, là, parce que les mecs, ils ont une corpulence, tu vois, pour certains, ou même celui qui est chétif, ou celui qui est un peu discret, mais tout de suite, il y a cette espèce d'âme, de sensibilité, de à fleur de peau, d'adolescent qui sort. Et du coup, il y a le texte de René Char qui va remplir la pièce. Et bien ça sert à ça, d'avoir un téléphone aussi. Et pas de leur dire, non, c'est interdit, non, on ne peut pas, oh attention, hein, c'est méfiance, parce que avec Internet, non. C'est de l'or, c'est de l'or. Avant, rappelez-vous, les amis qui nous regardent, rappelez-vous quand il fallait aller chercher un livre à la bibliothèque, que c'était week-end, il fallait attendre lundi, et lundi c'était fermé parce que c'est de la mairie, et la mairie s'est fermée lundi, il fallait attendre le mardi, et qu'elle était à 5 km, il fallait se rendre jusqu'à 5 km, aller demander, et qu'elle disait, t'as pas ta carte de bibliothèque? Ah, j'ai oublié, il fallait que je revienne, et puis que j'avais ma carte, puis après prendre le bouquin à la maison, tout ça là, un clic, c'est bon, ils ont le... C'est extraordinaire, c'est une chance. Alors, déployons-nous au niveau de la culture, quoi. Je veux dire, transmettons un maximum et donnons, comme ils nous ont donné, nous, dans les quartiers, à l'époque, avec Jean-Gabriel. C'est vraiment cette jubilation qui nous relie tous et qui fait que, d'ailleurs, ça devient une curiosité que les gens, par exemple, d'Avignon, viennent remplir les salles pour voir, pour constater, tiens, qu'est-ce que c'est sur scène, qu'est-ce qu'on va voir? Ah, on va rencontrer l'être humain. Ah, on va se voir, en fait. C'est ça qu'ils viennent voir, en fait. Ils veulent se voir sur scène, je pense. La fragilité humaine. Voilà. C'est ça, mais tout à fait. Et il y a aussi ce voyage que vous effectuez, que tu effectues, je ne sais plus d'ailleurs. Oui, on s'est tutoyé, ouais. C'est plus simple. Dans le jour où ma mère a rencontré John Wayne, tu découvres l'Algérie. Bah oui. Cette Algérie qui, du coup, à tes yeux d'enfant, quand tu la découvres, c'est un choc, c'est la découverte d'une autre culture. Ah bien sûr que c'est un choc. Algérie des années 70, hein, je le précise quand même, parce que ça s'est modernisé depuis. Mais à l'époque, pas d'électricité dans les villages, aller chercher de l'eau au puits. Moi j'arrive de ma banlieue où on n'a quasiment jamais vu la campagne. Je débarque en Algérie en race campagne, rien. Mais ouais, c'est un choc. Et c'est surtout, je le dis dans le spectacle, je découvre la face cachée de ma mère. Ça, c'est incroyable. Parce que il ne faut pas oublier une chose, et c'est pour ça que j'ai fait, vous avez vu, quand je dis vous, je te dis tu, mais je pense au public, j'ai fait parler un bourricot, en fait, j'ai fait parler un âne. Mais c'est pas pour faire anecdotique ou faire un gag, c'est que je voulais, dans la bouche de l'âne, à un moment donné, il me dit touriste, va. C'est juste un petit clin d'œil aux Français de France, ancestralement, de souche, comme on dit, de leur dire, bah ouais, mais on en fait partie de cette souche. N'oubliez pas que moi, si je débarque en Algérie, il me voit comme un Français, il me voit pas comme un Algérien. Wow, je dis, ouais, lui, bon, ses ancêtres qui étaient en Algérie avant, mais dès qu'ils nous voient arriver, ils disent, oh, ils nous appellent les immigrés. Et du coup, quand j'ai découvert ma mère en Algérie avec son monde à elle, bah, j'ai découvert la face cachée que je ne connaissais pas de ma mère en France, qui comprend rien, qui est là, parce que pour un enfant qui grandit dans un univers, bah, normalement les adultes comprennent mieux les codes et l'univers que l'enfant. Donc c'est aux adultes d'expliquer. Mais si les parents ils n'arrivent pas à expliquer, c'est qu'il y a quelque chose qui est latent, qui ne se dit pas, qui est dans l'air, mais qui ne s'explique pas. Et que j'ai découvert pendant cette espèce de voyage initiatique, hein, je n'ai pas peur de le dire, extraordinaire. Et votre premier voyage en Avignon, votre première aventure avignonnaise, elle s'est passée à quel âge et vous avez rencontré quoi? J'avais 17 ans et j'étais avec les CMA. Ouais, c'était génial. C'était l'animateur socioculturel, il m'avait dit oh, tu fais du théâtre depuis un moment maintenant, écoute, je vais t'envoyer avec l'équipe des CMA du Nord.
tu verras, ça va être bien, tu es avec l'équipe d'organisation, tu te laisses guider. On dormait au lycée Frédéric Mistral, là, je me souviens. Il y avait des relations internationales, on allait chercher les gens à la gare qui arrivaient de Miami, de Suède, de partout. Moi j'étais pareil, ouverture, et lien surtout, parce qu'on s'est fait des amis à vie. Hein. Puis j'ai vu ce que c'était de travailler de comédien ici, je trouvais ça extraordinaire. Ah, c'est vraiment un beau souvenir. Ouais. Et donc c'est Jean Gab et tout ceci qui t'a donné envie Ah ouais, totalement. de faire ce métier? Ah bah ouais, même plus que ça, ils m'ont donné mon métier, ils m'ont fait connaître mon épouse, parce que dans Vancouver, je parle de Valérie. Et Valérie, c'est mon épouse en fait. Et Valérie, bah voilà, on a 3 enfants ensemble. En fait, elle vivait dans un quartier qui était plutôt, nous on appelait ça quartier de bourgeois. Oui, Et du coup, bah, j'y serais pas allé, hein, parce que de toute façon, on se faisait refouler par les flics. Ah, on était pour les flics, ils disaient ouais, c'est quoi les jeunes maghrébins là, de la banlieue, là, qu'est-ce qu'ils foutent dans les beaux quartiers là? Sûrement qu'ils magouillent. Ils n'ont pas pensé une minute qu'on avait 14-15 ans et qu'on courait après les filles. Comme tout le monde. Ah, ça n'appartient pas aux Français de souche. Hein. L'être humain est comme ça. Je veux dire, en Chine, c'est pareil. C'est clair. Donc l'année prochaine, il y a un nouveau projet qui se met en place? Oui, j'arrive à terme d'une écriture qui était sur le thème des frontières et des migrants. Ça s'appelle Sans laisser de traces. Et ça va sortir au Théâtre du Prato à Lille. Et en fait, je serai avec Nicolas Ducron, un musicien qui joue en ce moment dans les Fouteurs de Joie à Pasteur. Ouais. Et super musicien, super comédien aussi. Hein. Il a fait le Conservatoire de la Rue Blanche à Paris. Super metteur en scène aussi, parce qu'il met en scène aussi un spectacle qui s'appelle L'Enfant de la Montagne Noire, qui se joue dans l'après-midi à Pasteur. Donc il est multicarte, et moi j'en avais vraiment besoin comme artisan sonore, on va dire, hein, parce qu'il crée tout un univers autour de moi musical en même temps, hein, sur scène. Hein. Il fait pas qu'une bande son, quoi. Hein. Il va être sur scène avec moi, et c'est une belle complicité. Ça promet, Oui. parce que déjà Rachid Bouhaddi seul sur scène, il y a tout un décor derrière lui. Si on a les pendrillons noirs, il y a un décor et il y a ta vie et tous les personnages qui font partie de ta vie, vrai, en tout cas, vivent sur le plateau. Ce sont 2 spectacles qu'on conseille vivement et qui font vraiment du bien. Bah, c'est super, ça rebooste. Totalement, et on en a bien besoin. Bah écoute. Merci beaucoup Rachid. Merci.